Bonjour, il est 17h30, nous sommes mercredi aujourd'hui et ravis de vous retrouver à nouveau. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes nombreux sur le plateau. Tout d'abord, nous avons retrouvé Igor qui est rentré de ses vacances, je ne sais pas trop où. D'accord, tu n'étais pas en vacances, mais tu es quand même bronzé, ce qui nous dérange, ce qui nous rend jaloux en tout cas. Mais on est ravis de te revoir. Arnaud est bien évidemment toujours en ligne avec nous. Ainsi que Pavel, mais nous avons une personne, nous avions promis d'avoir aujourd'hui, qui est Camille, qui est un spécialiste des crypto-monnaies et qui, après les analyses d'Arnaud et Ligor, fera un point. On a reçu déjà un certain nombre de questions qu'on posera, mais Camille nous aidera à comprendre un petit peu mieux ce monde des crypto-monnaies et ce qu'on peut faire et ne pas faire avec en Russie. Voilà. Arnaud, commençons par toi. Alors, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles politiques économiques, aujourd'hui, mais qu'il y avait quelques nouvelles politiques. Voilà. Donc, qu'en est-il, Arnaud? En effet, à l'inverse d'hier, une actualité plus politique qu'économique, avec tout d'abord la déclaration tonitruante d'Oleg Tinkoff, le fondateur du groupe financier éponyme, donc qui a publié sur son compte Instagram un texte d'une très grande virulence contre la politique russe en Ukraine, à tel point que plusieurs parlementaires estiment qu'il doit faire l'objet de poursuites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la direction de Tinkoff a pris ses distances, relevant, je cite, que son fondateur était un client parmi 20 millions d'autres. Autre événement politique, plusieurs responsables de l'administration présidentielle, dont M. Kirienko, ont pris part à une série d'événements sur le nazisme, ce qui confirme que ce point reste un élément de légitimation important de l'opération spéciale, entre guillemets, russe en Ukraine. Un sondage intéressant, me semble-t-il, réalisé par deux structures, Russian Field et le directeur de la fondation Projet Urbain, Tim Katz, qui montre que dans l'ensemble, 56% des personnes interrogées ne reviendraient pas sur la décision de lancer l'opération spéciale s'ils avaient cette possibilité-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est la fracture générationnelle, puisque chez les 18-29 ans, il y a plus de gens finalement favorables à la possibilité de revenir en arrière et de ne pas faire ce qui a été fait le 24 février. Également intéressant, parmi les catégories sociales les plus modestes, où là, il y a égalité 41% contre 41%, sans doute parce que ces gens-là sont les plus frappés d'ores et déjà par l'inflation. Enfin, dans le prolongement de ce que j'avais évoqué ces dernières semaines, vous vous souvenez, on avait parlé de Madame Poklonskaya, numéro 2 de l'agence Rosotrunchia. Elle a de nouveau fait une déclaration pacifiste, entre guillemets, hostile ou en tout cas critique à l'égard du fameux Z qui symbolise l'opération spéciale. Et ce qui est nouveau, c'est que le directeur de l'agence, M. Primakov, qui d'ailleurs est le petit-fils d'Evgeny Primakov, l'ancien Premier ministre, cette fois-ci a réagi et laisse entendre que cette prise de parole est contraire au devoir de réserve du fonctionnaire qu'est Madame Poklonskaya. Donc, je dirais la liberté de parole, elle a aussi à ses limites, y compris s'agissant de l'ancienne procureure de Crimée, Madame Poklonskaya. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire aujourd'hui. S'agissant de l'économie, deux points très brefs. La Banque centrale de Russie n'exclut pas d'abaisser une nouvelle fois son taux directeur lors de la réunion de ses directeurs le 29 avril. Je rappelle qu'il est aujourd'hui de 17%. Et enfin, et là, c'est presque une transition pour notre intervenant d'aujourd'hui, le service fédéral des impôts estime qu'il est possible de passer à l'usage des crypto-monnaies pour le commerce extérieur. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup. Tes remarques politiques étaient intéressantes aussi.
Igor, tu es rentré de ton long séjour avec plein de nouvelles. Qu'as-tu découvert et que peux-tu nous dire? Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, pas mal d'informations aujourd'hui sur le processus diplomatique et sur les contacts qui se nouent autour de cette crise. Alors, sur le processus diplomatique, le Kremlin a aujourd'hui remis à la partie ukrainienne un document comportant des formulations extrêmement précises. C'est les termes employés par Dmitry Peskov. Un document qui est interprété côté ukrainien comme étant la réponse au projet d'accord soumis par Kiev lors du sommet d'Istanbul fin mars. Souvenez-vous, les Ukrainiens étaient venus avec un projet d'accord qu'ils ont remis donc à la partie russe, et donc près de 2 bonnes semaines plus tard, voire 3 semaines plus tard, les Russes ont donc pris connaissance du document et manifestement formulé une contre-proposition. On n'en sait pas encore beaucoup plus à cette heure-ci sur ce projet ou cette réponse russe, mais en tout cas, pour Dmitry Peskov, la balle est désormais dans le camp ukrainien en ce qui concerne le processus diplomatique, qui est donc ce qui tourne autour de ces projets de documents. Toujours côté russe, le MID, cette fois-ci, le ministère russe des Affaires étrangères, a indiqué que la Russie avait quelque part épuisé la confiance dans les pourparlers avec Kiev, tandis que côté ukrainien, on ne s'attend pas à une reprise prochaine de ces pourparlers. Si l'on en croit le conseiller de M. Zelensky, M. Podolyak, là aussi, ça corrobore ce que l'on dit depuis quelques jours, à savoir qu'on est un peu sur un encéphalogramme plat en ce qui concerne le processus diplomatique, même si, comme je viens de le dire, le Kremlin, manifestement, a quand même proposé, en tout cas fait une contre-proposition au projet d'accord ukrainien. Israël, on en avait parlé la semaine dernière, il y avait une question qui était posée pour savoir ce que devenait finalement cette tentative de médiation israélienne. Eh bien, l'ambassadeur d'Israël en Russie a rappelé aujourd'hui que son pays se tenait disponible et prêt pour organiser une rencontre entre les deux présidents à Jérusalem, entre les présidents Zelensky et Poutine, évidemment. Alors c'est une proposition qui intervient dans un contexte un peu particulier pour la relation bilatérale israélo-russe, puisqu'elle est un petit peu traversée par des tiraillements depuis quelques jours au sujet du monastère Saint-Alexandre Nevski de Jérusalem, sur lequel la Russie a des prétentions, puisqu'elle souhaite le récupérer. C'est un vieux dossier pour les relations russo-israéliennes. Sous Netanyahou, il avait été visiblement entendu qu'il y aurait une rétrocession de ce bâtiment qui est en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, à 2 pas du Saint-Sépulcre. Cela dit, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement israélien, le dossier est au point mort, et la semaine dernière, ces derniers jours, des officiels russes, dont Vladimir Poutine, l'ont remis sur la table de vive voix en faisant savoir qu'il fallait que que l'accord soit donc poursuivi, honoré, que la Russie retrouve la jouissance de ce bien dans la vieille ville de Jérusalem. La France a fait savoir, alors ça c'est un article de Bloomberg qui cite une source de l'Élysée, donc source officielle, que la France était prête à présenter à l'Ukraine des garanties de sécurité, mais seulement lorsque le conflit sera terminé. Et ces garanties comporteraient, entre autres, des livraisons de matériel militaire. D'autres pays sont mentionnés, donc l'Italie, l'Allemagne ou la Turquie, qui pourraient également jouer le rôle des garanties de sécurité. Alors, ce qui est intéressant avec cette information, c'est qu'il y a une dissociation entre l'accord de paix que les Russes et les Ukrainiens cherchent un peu moins activement en ce moment, mais cherchent quand même à conclure, d'une part, et d'autre part, la notion de garantie de sécurité, puisque souvenez-vous, pour les Ukrainiens, il n'y avait pas, ces deux aspects étaient associés, c'est-à-dire que la garantie de paix devait être partie intégrante de l'accord, les garanties de sécurité, excusez-moi, devait être une partie intégrante de l'accord de paix qui doit mettre fin au conflit, alors que la proposition de la France, là, cherche finalement à dissocier un peu les deux. C'est d'abord on met fin au conflit, on signe un accord de paix, il y a un cessez-le-feu, et ensuite, dans un autre cadre, d'ailleurs, il est question de créer une enceinte dédiée, un cadre ad hoc. Dans ce cadre qui reste à trouver, il y aurait des garanties de sécurité qui seraient apportées à l'Ukraine par un certain nombre de pays, mais on dissocie donc les deux aspects manifestement. Donc ça, évidemment, je ne suis pas certain que ce sera forcément... enfin, en tout cas, je serais curieux de voir la réaction ukrainienne à cette information. Sur les contacts internationaux, très brièvement, les présidents français, américains, un certain nombre de chefs de gouvernement occidentaux, allemands, polonais, japonais, britanniques, mais aussi les japonais se sont réunis et se sont entendus pour accentuer la pression sur la Russie, autrement dit, se coordonner un nouveau paquet de sanctions.
les États-Unis faisant savoir qu'ils allaient octroyer à l'Ukraine un nouveau paquet d'assistance militaire d'un montant de 800 millions de dollars, donc même niveau que celui qui a été livré, qui est en cours de livraison en fait. Et enfin, le Premier ministre ukrainien et le ministre des Finances ukrainiens se rendront à Washington jeudi pour rencontrer des représentants du FMI et donc discuter de l'aide financière pour l'Ukraine. Je rappelle que Kiev demande 50 milliards de dollars à ses soutiens pour pouvoir continuer de fonctionner. Et donc, c'est dans cette logique-là que ces représentants officiels se rendront aux États-Unis en fin de semaine pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà. Merci beaucoup, Igor. Tu es revenu avec plein de choses, donc merci. On va, avant de passer à Camille, juste une question pour toi qui nous est posée, Arnaud. Tu as parlé hier d'une réunion entre Poutine et des businessmen. A-t-elle eu lieu? Oui, qu'en est-il sorti si elle a eu lieu? Elle était prévue aujourd'hui. Je n'ai pas vu de nouvelles, donc il est possible qu'elle soit en cours ou qu'elle ait lieu un peu plus tard dans l'après-midi. Elle est en cours. Elle est en cours. Elle est en cours. Voilà. D'accord. Mais maintenant, ben voilà, on a toujours eu beaucoup de questions sur les crypto-monnaies. Donc, nous avons un spécialiste, Camille, qui est avec nous. Alors, le but, c'est de vous expliquer l'utilisation des crypto-monnaies en Russie. Je vais laisser Camille faire une introduction, on va lui poser des questions. Mais une chose que je tiens à préciser, ce n'est pas de vous donner des conseils sur les cryptos achetés. En tout cas, comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, ça fera l'objet d'autres tables rondes, mais pas en tout cas ici aujourd'hui. Camille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, ce que je propose tout d'abord, c'est de faire une petite introduction sur les crypto-monnaies et la blockchain de manière générale, une petite présentation succincte pour avoir quelques notions déjà posées. Donc, la blockchain, déjà, qu'est-ce que c'est tout d'abord? La blockchain, je pense qu'une bonne manière de le voir, c'est une technologie qui permet de la gestion de données. Donc, qu'est-ce qui est innovant avec la blockchain? C'est que cette gestion peut être décentralisée. Dans la gestion de données classique, le contrôle sur les bases de données est centralisé. Via la blockchain, cette technologie permet de décentraliser cette gestion. La blockchain la plus connue, c'est le Bitcoin. Donc, c'est la première blockchain qui a été déployée. Mais ce n'est pas la seule. Donc, beaucoup de blockchains ont été déployées par la suite et on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Ce sont, on va dire, des pièces ou des jetons numériques qui sont gérés par des blockchains. Elles peuvent être échangées entre elles ou contre des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire des monnaies classiques comme le dollar, l'euro, le rouble. Donc cet échange il peut être fait soit sur des plateformes d'échange qui sont un peu comme des bourses, des plateformes en ligne sur lesquelles il faut s'inscrire, créer des comptes, en général vérifier son identité. Il y a tout un tas de procédures de contrôle. Et après, on peut acheter, vendre et retirer soit les crypto-monnaies, soit les monnaies fiduciaires sur son compte en banque. Cette identification, ces gestions de sécurité sont faites par rapport au pays de résidence en général. Donc, quand on est français, en tout cas quand on habite en France, on va devoir montrer une preuve qu'on a bien une adresse en France et on va pouvoir faire des virements depuis son compte français vers la plateforme. Et idem pour la Russie. Les échanges peuvent aussi se faire en dehors des plateformes d'échange. Donc là interviennent ce qu'on appelle des wallets. Donc wallet, c'est un portefeuille électronique. Il y a deux types de portefeuilles, soit les portefeuilles électroniques qui fonctionnent sur des navigateurs, sur nos navigateurs d'Internet, Chrome ou Firefox. Donc c'est des extensions de ces navigateurs qui peuvent s'installer assez facilement. La plus connue étant MetaMask. Qui est donc comme un petit logiciel qui permet de s'échanger les crypto-monnaies directement via son navigateur Internet.
Il y a également les portefeuilles matériels, hardware. Donc là, il s'agit, c'est un peu comme des clés USB qui se branchent à l'ordinateur, qui hébergent quelque part qui hébergent les crypto-monnaies et qui permettent donc de stocker les crypto-monnaies offline, donc hors ligne. Donc c'est une solution. On va dire que un des plus connus, c'est le Ledger NanoS. Donc Ledger, c'est une société d'ailleurs française qui a développé ça, et ce modèle-là est utilisé par beaucoup de monde. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails sur comment tout ça s'installe, etc. Voilà. Alors, parmi les crypto-monnaies, donc, ça peut servir à plusieurs choses quand on est actif dans les crypto-monnaies. Donc, soit on peut les utiliser pour développer des applications, donc des technologies. On peut les utiliser pour faire de l'investissement et donc essayer de gagner de l'argent en achetant différentes crypto-monnaies, etc. Mais comme Manuel nous l'a dit, ce n'est pas l'objet de l'intervention ici. Donc, en aucun cas, il ne s'agit de conseiller en investissement. Et on peut également les utiliser pour faire des transferts donc de capitaux, donc d'un point à un autre, d'un wallet à un autre. Donc c'est de ça surtout dont on va parler. Parmi les crypto-monnaies, beaucoup donc ont une valeur qui fluctue, un peu comme une action. Leur valeur en euros ou en roubles ou en dollars fluctue perpétuellement, avec une grande volatilité. Donc c'est quelque chose qui est très très risqué, hein. Il faut faire quand même très attention. J'insiste aussi sur le fait que tout ce qui est lié aux crypto-monnaies, il y a une dimension de sécurité, de risque inhérent aux crypto-monnaies. Donc il faut toujours avoir conscience que tout peut se produire, même si évidemment maintenant on commence à avoir pas mal de recul. Par exemple, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et certaines monnaies stables présentent un certain niveau de sécurité, on va dire, historiquement, mais on n'est jamais à l'abri qu'il puisse y avoir un problème quelconque. Et il y a aussi des risques juridiques, risques opérationnels, etc. Donc il faut toujours manier tout ça avec prudence. Et c'est toujours bien de demander des conseils à quelqu'un de son entourage qui peut aider. Donc parmi ces crypto-monnaies, certaines ont la particularité d'avoir été développées pour avoir une valeur stable, une valeur fixe par rapport à une devise. Donc en l'occurrence, par rapport au dollar. On appelle ça un stablecoin, comme stable, une monnaie stable. Donc ça s'apparente du coup à un dollar numérique dont la valeur est stable avec le temps, ne bouge pas. Donc si on achète 100 unités de cette stablecoin, la valeur normalement va rester tout le temps 100 $. Donc si on achète 100 $ à un endroit en stablecoin, qu'on le fait un virement à quelqu'un d'autre, il pourra normalement récupérer en le convertissant 100 $. La grande question restant de savoir dans quelle mesure on peut reconvertir en monnaie fiduciaire dans le pays dans lequel on habite. Et c'est tout le problème qui se pose actuellement en Russie, suite aux mesures qui ont été prises récemment par rapport à l'ensemble des plateformes d'échange classiques des crypto-monnaies. Donc, les plus utilisés des stablecoins, c'est une question qui revient souvent, sont l'USDT, donc comme Tether, l'USDC et le DAI, le DAI. A priori, ce qui, on va dire, est le plus souvent accepté un petit peu partout, c'est l'USDT. Donc, c'est potentiellement ce qui est le plus raisonnable, on va dire, d'utiliser. Voilà. La différence entre elles, c'est qu'il y a différents mécanismes de parité avec le dollar. Voilà, c'est ce qui fait leur différence. Mais bon, elles sont toutes les trois relativement
à ce stade, sécurisé d'une certaine manière. Donc, le gros problème qui s'est passé suite à toutes les réglementations et aux restrictions des activités en Russie pour un certain nombre d'entreprises, c'est que les plateformes d'échange les plus connues, que sont par exemple Binance, Kraken ou Coinbase, qui sont des plateformes utilisées par énormément de monde maintenant, ont subi d'énormes pressions pour suspendre les activités de convertibilité des crypto-monnaies en roubles pour les habitants de Russie. Et d'ailleurs, en roubles ou en dollars ou en euros, enfin, pour pouvoir faire les virements depuis la plateforme vers un compte bancaire en Russie. Donc actuellement, par exemple, typiquement sur Binance, qui d'ailleurs au début, ils ne souhaitaient pas forcément restreindre l'activité en Russie, mais ils ont fini par être quelque part obligés de le faire. Il est maintenant impossible, par exemple, depuis Binance, de faire un virement si on vend les crypto-monnaies en roubles ou en dollars. On n'est plus capable actuellement de faire un transfert depuis Binance vers un compte russe type Sberbank ou Tinkoff. Donc, la grande question, c'est quelles sont les alternatives. Donc, j'ai fait quelques recherches un petit peu parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question actuellement de comment est-ce que c'est possible de procéder dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit d'acheter des crypto-monnaies avec des roubles en Russie, ou alors de vendre des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire et de faire un virement sur un compte bancaire russe. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions à l'heure actuelle. Il y a une solution que j'ai plus ou moins trouvée, que je n'ai pas testée encore, donc à voir si elle est véritablement fonctionnelle, donc à prendre avec des pincettes, mais il s'agit d'un site qui s'appelle Exmo, donc EXMO, qui est encore une grande plateforme d'échange de crypto-monnaies spécialisée à l'origine pour notamment les clients kazakhs, russes et biélorusses. Il y a un mois, ils ont pris la décision de vendre leur base de clients russes, kazakhs et biélorusses à une entité kazakh détenue par un mystérieux russe. Je crois que c'est pas très clair qui est derrière ça, mais en tout cas, la plateforme a été remise en ligne avec le même nom, mais avec une extension différente. Donc c'est la même interface, la même plateforme, mais c'est plus du coup la même entité. Donc c'est une entité autonome réservée pour les clients russes, kazakhs et biélorusses. Donc ça s'appelle exmo.me, donc exmo.me. Encore une fois, je ne l'ai pas utilisé. Je ne peux pas assurer que voilà, c'est complètement fonctionnel, mais ça semble, en tout cas, il se présente comme prenant la suite de l'activité de cette société Exmo qui, elle, pour le coup, existe depuis très longtemps, depuis 2014, il me semble, et fonctionnait très bien pour les clients russes. Donc, je pense que voilà, potentiellement, ça peut être une solution, mais encore à manier avec des précautions. De toute façon, toute tentative, je pense, doit être faite d'abord avec des petits montants, tester, ne serait-ce que pour que chaque personne, si elle souhaite utiliser ce genre de plateforme, le fasse avec des petits montants. Donc, au départ, quelques dizaines d'euros, de dollars, et voir un petit peu si effectivement toutes les fonctionnalités marchent bien. Merci Camille. Alors si je comprends bien, en fait, ces crypto-monnaies, lorsqu'on est basé en Russie, sont extrêmement difficiles à utiliser parce que si on a cette base exmo.me, d'accord, qui permettrait d'échanger éventuellement contre des roubles, mais après on est bloqué en Russie avec ces roubles. On ne peut pas de toute façon les envoyer à l'étranger. Alors la plateforme, si elle est bien fonctionnelle, permet aussi normalement avec des roubles d'acheter des crypto-monnaies. Donc on peut, oui, par exemple, depuis son compte, faire un virement sur cette plateforme et sur cette plateforme, acheter des crypto-monnaies et ensuite faire un virement sur, par exemple, une autre plateforme en Europe, ou par exemple sur son wallet chez soi. Après, depuis son wallet chez soi, faire un virement sur une plateforme
européennes, type Kraken, Binance ou Coinbase. Je ne fais pas de pub, hein, il y en a d'autres aussi, KuCoin par exemple. Enfin, donc ça peut être une solution à tester à ce jour. On pourra peut-être essayer d'avoir, peut-être attendre un petit peu, avoir quelques retours d'expérience pour peut-être confirmer ici qu'effectivement elle est bien fonctionnelle ou pas. Mais en tout cas, c'est une des seules que j'ai vu qui s'est développée, parce que je ne vois pas en fait, d'autres alternatives actuellement pour une société que de se développer juste pour les clients russes. Alors, dans les questions que nous avons, alors justement, c'est est-il possible en Russie d'être auto-entrepreneur avec des revenus crypto, stablecoin ou autre, hein, et de les déclarer lors du passage en rouble? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que vous allez devoir déclarer vos cryptos, j'imagine, au fisc russe? Alors ça, il s'agit plutôt d'une activité qui relève un petit peu, je pense, de l'investissement. Je pense que l'idée, là, c'est plutôt de savoir si on peut investir dans les cryptos, engranger des gains et après les déclarer en Russie. Donc ça, déjà, c'est plutôt lié à de l'investissement et je pense qu'il faut plutôt se rapprocher. A priori, normalement, il n'y a pas de loi qui interdit de faire ça en Russie. Donc après, il faut se rapprocher. Les cryptos ne sont pas illégales en Russie. Il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment légales, comme par exemple vendre ou acheter des biens avec des cryptos. Il faut savoir que l'environnement juridique en Russie évolue énormément vis-à-vis des crypto-monnaies. Il y a une loi qui est en train d'être passée en ce moment. Donc, on ne sait pas encore très bien exactement quelle sera exactement cette loi. Ils sont en train de poser un petit peu les pierres d'un environnement juridique là-dessus, mais ça reste encore un peu flou et surtout, c'est pas encore passé. Donc, on ne sait pas encore très bien. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça et l'idéal, c'est de se rapprocher, je pense, d'un fiscaliste russe ou d'un avocat qui. Je sais que toute plus-value est à déclarer, lorsqu'on est résident fiscal russe, toute plus-value est à déclarer au fisc russe et on paye 13%, bien évidemment. Quel wallet est-il encore possible d'utiliser en Russie? Alors, tous les wallets, donc les wallets le type logiciel comme MetaMask ou type hardware comme Ledger Nano restent fonctionnelles. Elles ne dépendent pas de où on se trouve, donc elles sont fonctionnelles partout. Donc si on peut utiliser son MetaMask en Russie, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Y a-t-il des plateformes qui refusent aujourd'hui de traiter des demandes pour des Russes qui sont résidents en Russie? Quelles sont-elles? Alors effectivement, en étant résident en Russie, en ayant un compte bancaire russe, on ne peut pas déposer de l'argent ou en retirer sur les plateformes. On peut, en étant en Russie, on peut utiliser les plateformes, mais mon impression, c'est que on ne peut pas faire de virement en fait, ou de retrait sur les comptes bancaires russes. Donc, inversement, quelles sont celles qui acceptent? Donc, non. Moi, j'ai trouvé celle-là qui semble fonctionner et être dédiée aux citoyens russes, biélorusses et kazakhs. Emo.me. Exmo, pardon. Voilà, .me. Mais qui, voilà, elle est toute récente. C'est, on va dire, c'est suite quelque part à une séparation d'une ancienne société en deux. Donc, un autre point intéressant, c'est que Sberbank a visiblement eu une licence crypto-monnaie au début de l'année, en janvier. Et il semble qu'il soit en train de développer des plateformes, on va dire, pour permettre le développement d'activités liées aux crypto-monnaies en Russie. Donc ça, pareil, c'est en cours de développement, mais on peut imaginer que dans un futur plus ou moins proche, il soit possible à Sberbank peut-être de convertir ces crypto-monnaies et notamment les stablecoins dont on a parlé, les dollars électroniques en vrais dollars et de pouvoir les virer sur son compte. C'est en cours de développement, à voir quand est-ce que ça pourrait être déployé. Alors, connaîtriez-vous des groupes russes qui utilisent activement les cryptos pour le traitement de leurs flux internationaux? Et comment procèdent-ils?
Alors ça, j'en ai pas encore entendu parler pour l'instant. Moi non plus. Pensez-vous que le e-rouble ou le e-yuan, en tant que monnaie digitale de banque centrale, permettent d'échapper aux sanctions américaines et européennes? Alors, les e-monnaies, c'est un peu le sujet à la mode pour les banques centrales depuis quelques années. La Banque centrale européenne est en train de développer son e-euro. La Fed en a parlé aussi, il me semble, pour le e-dollar. C'est pas encore très très clair dans comment ils vont être fonctionnels, comment ils vont être utilisés. Donc, Mais savoir. si on paye avec des e-roubles ou des yuan, peut-on le faire pour échapper effectivement aux sanctions? Ce serait un contournement des sanctions, j'imagine. Bah, déjà, ils ne sont pas encore vraiment déployés à ma connaissance, donc après, il faudra voir. On ne peut pas encore trop les utiliser, j'ai l'impression. À voir comment ça va être. Quel est le schéma de flux entre la France et la Russie pour une entreprise qui voudrait remplacer le SWIFT avec un intermédiaire en crypto ou des wallets en possession directe tout en se conformant à la législation? C'est-à-dire, ça serait passé par ce xmo.me, donc. Alors, je pense qu'il faut différencier deux choses. D'une part, la manière dont un particulier voudrait utiliser la crypto-monnaie pour un peu contourner les restrictions liées au virement entre la France et la Russie, en faisant un petit peu de bidouille. C'est ce dont on parle, hein, parce que ça revient dans un sens ou dans un autre, acheter de la crypto-monnaie sur un échange, faire un virement sur une plateforme d'un autre pays, puis après faire les retraits. C'est un peu de bidouille. Je pense que ça peut être fonctionnel si on arrive vraiment notamment depuis la Russie, à acheter via ses cartes de crédit ou son compte bancaire des crypto-monnaies. Ça peut potentiellement être fonctionnel. Après, pour une entreprise avec toutes les contraintes, déjà ça dépend des contraintes, on va dire comptables. Le cadre comptable dans un schéma où on utilise des cryptos, ça me semble à ce stade, à ce jour, pas très encadré. Donc, aller expliquer à son comptable qu'on est allé sur une plateforme, qu'on a fait un virement à la plateforme pour acheter des cryptos. Je pense qu'il est possible que dans le futur, ça soit mis en place, qu'il y ait des solutions qui soient mises en place. À ce stade-là, ça me paraît un petit peu risqué d'envisager de fonctionner comme ça pour une entreprise en tout cas. Alors, on a un de nos auditeurs qui nous dit: j'aurais très peur de laisser des cryptos sur Exmo. Les acheter via Exmo, oui, mais les transférer sur un wallet dès qu'elles sont attribuées. Not your keys, not your coins. Voilà, donc, pas votre clé, ce n'est pas vos coins. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il dit, c'est que l'idée, si quelqu'un utilise Xmo, c'est effectivement toujours essayer déjà avec des petites sommes, donc transférer un certain montant pour essayer, et puis pourquoi pas après voir si ça marche bien, mais transférer un certain montant en roubles, en dollars sur le site, acheter des USDT par exemple, donc qui sont des dollars numériques, et une fois qu'on les a achetés, effectivement, ne pas les laisser sur le site. Ça, effectivement, c'est toujours des bonnes pratiques, c'est ne jamais laisser ses fonds sur ce genre de plateforme. Très rapidement, les retirer sur un wallet, donc soit un wallet type software, type MetaMask installé sur son navigateur Internet, soit un wallet en dur, qui est un peu l'idéal quand même, donc via, par exemple, un Ledger Nano S, typiquement. Donc, la clé USB dont vous parliez tout à l'heure. L'espèce de clé USB qui joue le rôle un peu de coffre-fort électronique. Ouais. C'est cette fameuse clé USB où on avait entendu je crois, un Japonais avait perdu son code et il y avait je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars dessus. Oui, il y a pas mal d'histoires comme ça, oui, où effectivement le problème des crypto-monnaies, c'est que une fois qu'on les garde sur son wallet, on est soi-même responsable de garder dans un endroit sûr la clé qui permet d'accéder à ces fonds. Et la clé, c'est pour un Ledger Nano S, par exemple, c'est une succession de mots. C'est 24 mots générés au hasard par l'application qu'il faut avoir écrit quelque part et garder dans un endroit, on va dire, sûr. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on utilise ce genre de solution. C'est pas comme à la banque où
quelqu'un les garde toutes les données pour nous. Il faut. Oui, si vous perdez cette clé, vous avez votre clé USB, des millions de dollars dessus et vous ne pouvez pas l'utiliser. Oui, potentiellement, ça arrivait à quelques personnes. Ouais. Alors on a une question assez complexe d'une personne qui nous dit, si je la résume, j'ai un compte crypto en Russie, un autre en France, j'achète des cryptos, j'échange voilà, entre la France et la Russie. Où suis-je imposable? On est imposable d'abord en Russie si on fait venir ces cryptos de Russie, mais à partir du moment où on a payé ses impôts, il y a une double imposition, un traité de double imposition entre la France et la Russie, donc on ne va payer qu'une fois. Mais en ce qui concerne spécifiquement les cryptos, il faut vérifier quand même auprès de fiscalistes. Ouais, parce qu'en fait, là, effectivement, dans la question, il n'y a pas vraiment de plus-value dans le sens où il achète, Non. par exemple, 100 $ de crypto. En USDT en ou USDT, voilà, c'est ce dont je parlais, donc ouais. USDT, USDC. Et après, il les transfère en France, enfin, sur une bonne autre plateforme, Ouais. et après, il la retire. Quelque part, il n'y a pas vraiment de... Non. Mais par contre, c'est des revenus. Enfin, si on a acheté, c'est qu'on a eu des revenus pour pouvoir acheter ces USDC et ces USDT en roubles et sur lesquels on a dû déjà payer ses impôts. Oui, voilà, c'est son argent personnel Voilà. en fait. Y a-t-il des crypto-monnaies minées en Russie et dans les pays aux régions voisines? Si oui, non, pourquoi? Est-ce le problème du prix de l'énergie? Il faut peut-être expliquer ce qu'est le minage, parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, ce qu'on appelle minage en crypto-monnaie, c'est que... C'est très important le minage, en fait. C'est très important et c'est très intéressant. Et il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de bêtises qui sont souvent dites là-dessus. Donc, suivant chaque blockchain a un mécanisme de consensus. C'est-à-dire que pour que une blockchain permet de gérer une base de données de manière décentralisée. Ce qui permet cette gestion décentralisée, c'est que l'ensemble des acteurs qui gèrent cette base de données font émerger un consensus entre eux sur quelle est la bonne version de la base de données à utiliser à chaque instant. Donc, il y a différents mécanismes de consensus. Le mécanisme de consensus de Bitcoin s'appelle le Proof of Work, qui consiste à faire tourner des algorithmes pour résoudre des problèmes mathématiques. Et donc, il y a tout un tas de mineurs à travers le monde. On appelle ça des mineurs qui essaient de résoudre ce problème mathématique. Et le premier qui le trouve, et donc valide un bloc, reçoit une rémunération en Bitcoin pour avoir justement validé ce bloc-là et les autres mineurs. Ce qui garantit la sécurité des transactions. Qui garantit en fait, la sécurité, elle est garantie par le fait qu'il y a le nombre de mineurs qui participent à ce consensus. Plus on va dire l'énergie, donc ça nécessite de l'énergie, plus l'énergie investie dans le réseau, dans la résolution de ces problèmes est importante, plus il est difficile de s'attaquer à l'intégrité de la base de données du système, et donc le système est de plus en plus inattaquable et donc sécurisé, et il reste décentralisé. Donc c'est ces notions-là qui vont de pair. Ce qu'il faut donc bien comprendre pour essayer de simplifier le problème, c'est qu'il y a des ordinateurs qui tournent en permanence pour sécuriser le système. Voilà. Et ça, ces ordinateurs, en fonction des différents coins, consomment plus ou moins d'énergie. Mais quand je vous dis plus ou moins, le Bitcoin est réputé pour être consommateur d'énergie, mais d'une façon absolument complètement folle. On peut comparer la consommation de Bitcoin durant l'année à la consommation d'électricité de plusieurs pays. Alors, je me permets juste une petite remarque par rapport à ça, c'est que c'est un sujet qui est assez sensible parce que, bon, pour toutes les questions liées à l'énergie qui sont très importantes, mais il y a aussi beaucoup d'intox et de lobbying qui est fait pour discréditer un petit peu le Bitcoin, et la plupart du temps par des gens qui comprennent pas très bien comment ça fonctionne. Donc déjà la première remarque, c'est que effectivement ça consomme de l'énergie, mais ça consomme pas plus d'énergie que par exemple le système bancaire, ou par exemple l'énergie qu'il faut pour miner de l'or tous les ans, etc. Et d'autre part, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'intérêt en fait du Bitcoin, c'est que l'énergie peut être produite n'importe où. Et donc, on est à la différence de l'énergie qu'on consomme tous les jours pour nos biens et services.
l'énergie utilisée par le Bitcoin peut être produite à n'importe quel endroit de la Terre, et notamment dans les endroits où la production d'énergie peut être moins chère, voire très propre, par exemple complètement neutre en carbone, typiquement par exemple la géothermie. On met une centrale sur un volcan, c'est un endroit qui est inhabitable, on peut générer de l'énergie à un coût très faible et qui peut être injectée dans le système de consensus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce problème de gestion de l'énergie est extrêmement important pour les coins. Oui, alors Bitcoin fonctionne comme ça. La plupart des autres blockchains ne fonctionnent pas comme ça. La plupart des autres blockchains fonctionnent sur des mécanismes de consensus qui sont, eux, fonctionnent de manière complètement différente. L'autre gros système de consensus s'appelle le Proof of Stake, qui lui consiste c'est un peu un principe de collatéral. C'est-à-dire qu'en gros, chaque mineur va mettre une certaine somme en collatéral dans le réseau, et qui sert un peu de gage de bonne conduite. Donc, une fois qu'un mineur valide des transactions et un bloc, les autres mineurs vérifient s'il a bien validé des choses valables, et si jamais on se rend compte qu'il a essayé qu'il ne s'est pas bien comporté, une partie, voire la totalité des fonds qu'il a mis en réserve comme preuve de bonne conduite peut lui être supprimée. Et donc, en fait, ça crée cette incentive, cette incitation à agir dans l'intérêt du network plutôt que du réseau, plutôt que d'essayer de le hacker et pour essayer de voler peut-être des fonds. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de consensus qui, lui, pour le coup, ne consomme pas d'énergie. Le proof of stake, mais qui pose un certain, sans trop rentrer dans les détails, lui, il pose un certain nombre de problèmes liés à la décentralisation du réseau. Un de nos auditeurs qui me dit: je me sens extrêmement vieux d'un coup, je ne comprends rien, mais Laurent, je sais qui tu es, nous sommes vieux tous les deux, donc t'inquiète pas. Mais il faut comprendre que ça pose vraiment des questions, le problème d'énergie. Donc, il y a des systèmes qui... voilà. Mais alors, du coup, pour répondre à la question de notre auditeur, y a-t-il des crypto-monnaies minées en Russie? Alors, il y a du minage en Russie. Il y en a énormément au Kazakhstan, par exemple. Mais il y en a en Russie. Il faut savoir que ça n'a pas vraiment d'impact par rapport aux questions qui sont posées, à savoir le fait que les cryptos soient utilisables ou non en Russie. Le minage et l'utilisation des crypto-monnaies sont deux choses très différentes. Alors, un auditeur nous dit: il n'y a pas d'impôt sur les plus-values latentes. Transfert des cryptos n'est pas faire un profit. Alors ça, oui et non, parce que lorsqu'on utilise l'USD ou l'USDT ou l'USDC, oui, il n'y a pas de plus-value, mais on peut avoir des plus-values sur les autres coins, les altercoins sur lesquels les prix fluctuent. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a aussi la notion de plus-value réalisée. C'est-à-dire, par exemple, en France, est considéré comme une plus-value réalisée à partir du moment, je pense que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, c'est que même si effectivement en France c'est aussi un peu balbutiant, tout ce qui est les réglementations vis-à-vis de ça, c'est parfois pas très clair, mais on considère en général comme plus-value réalisée à partir du moment où on convertit en euros et qu'on reconvertit en euros. Voilà, d'ailleurs, il dit faire 10 fois sur le cours du Bitcoin ne sera taxé qu'au moment de la conversion en euros. On est bien d'accord, hein. C'est qu'au moment de la conversion. On nous dit: le monde n'est-il pas en train de créer une énorme bulle financière qui explosera un jour ou l'autre? Est-ce que c'est une bulle financière, les Bitcoins, altercoins? Alors, il y a une inflation au niveau de tous les assets, tous les actifs dans le monde qui se limite pas forcément aux crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs, on va dire, qui est assez jeune, ça a 10 ans.
Donc effectivement, ça fonctionne aussi de manière cyclique par rapport à la manière dont évolue typiquement l'algorithme de Bitcoin, de consensus de Bitcoin qui, sans trop entrer dans les détails, tous les 4 ans, il y a un événement qui fait que ça crée un phénomène cyclique. En tout cas jusqu'à présent, c'est pas sûr que ça continue comme ça. Personne ne peut le prédire à ce jour. Mais d'une part, donc ça explique aussi la nature, la grande volatilité qu'on a observée dans les cours des crypto-monnaies. Donc on peut appeler ça bulle, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup de volatilité en fait. Ça s'explique aussi, donc déjà d'une part par le fait que c'est une classe d'actifs assez jeune, mais d'autre part, il y a aussi une inflation au niveau de l'ensemble des classes d'actifs et pas juste dans les crypto-monnaies au niveau mondial. Hein. Il faut vous rendre compte de toute façon que la crypto-monnaie, elle va arriver, que vous le vouliez ou non, et donc tout va passer en crypto-monnaie parce que les banques centrales veulent supprimer le cash et que la meilleure façon de supprimer le cash, c'est les crypto-monnaies. Donc tout sera passé en crypto-monnaie un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'on va avoir une crypto-monnaie dollar, une crypto-monnaie euro, une crypto-monnaie rouble. Alors il y a typiquement le Parlement européen il y a quelques semaines. Alors, c'est juste un vote du Parlement européen, donc c'est le début d'un processus qui va être assez long, mais il y a une volonté qui est d'essayer de réglementer les activités liées aux crypto-monnaies, notamment par rapport à la traçabilité. Ouais. Sachant que, c'est un peu comme je pense au début avec l'Internet, les régulateurs ne comprennent pas exactement forcément ce à quoi ils ont affaire, donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils comprennent un peu toutes les subtilités, puisque parfois, il y a des choses ils ont l'ambition de contrôler certaines choses qui, par nature, ne sont pas forcément toujours très contrôlables. Mais qu'ils seront par le blockchain. Et donc, l'utilisation de crypto-monnaies, c'est effectivement de pouvoir suivre absolument toutes les monnaies et de pouvoir suivre toutes les transactions que vous aurez faites, qui les aura faites, qu'aura-t-il été acheté avec, et de pouvoir suivre partout. Et comme il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus de transactions. Alors, il y a des solutions qui existent pour mixer. Mixer. Ouais, mais oui, aujourd'hui. Alors, avec les crypto-monnaies qui sont développées en open source comme Bitcoin, etc., on ne peut pas stopper cette utilisation-là. Par contre, si effectivement les gouvernements développent leur propre blockchain avec leurs propres règles, leurs propres algorithmes, effectivement, eux auront le contrôle. C'est comme ça qu'ils vont reprendre le contrôle sur les monnaies. Mais parce que c'est important. Camille, on nous demande est-il possible de se rapprocher séparément de toi pour discuter? Et quelle est ton activité? Alors, il a une activité secrète. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails de ma vie perso, mais pour se rapprocher avec moi, moi je suis. Vous pouvez passer, vous pouvez nous écrire sur la hotline à la CCFR, et on vous mettra en contact éventuellement. On va te remercier beaucoup, Camille, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que c'est un peu du chinois pour certains, c'est-à-dire surtout pour les plus vieux d'entre nous assis à cette table. Je parle de toi, Arnaud. Pas toi, Arnaud, du bien, hein, Arnaud Benoît. Mais même les jeunes, comme Pavel Ginsky, ne comprennent pas toujours tout. Mais quel est le quotidien d'un mineur, Camille? Voilà, donc il n'a rien compris, il pense que c'est du Zola, mais il n'a pas encore... c'est un littéraire et... Il gère des data centers en fait. Hein. Ça s'assimile à la gestion de gros data centers en fait. Hein, on nous donne un papier. Sophia, si tu peux prendre le lien, le dernier lien et le mettre à la disposition de tout le monde. Voilà une meilleure lecture qui soit sur les cryptos, le white paper sur les bitcoins. Une demi-heure très bien investie. On a une autre question qui n'a rien à voir, mais que je voudrais poser parce que c'est une jeune Française étudiante qui nous dit le service de stockage de données Notion, similaire à Dropbox ou OneDrive, a fermé mon compte à cause des sanctions US et refuse de coopérer pour me faire parvenir des données très importantes qui étaient sauvegardées. Je suis étudiante en France et me trouve en Russie de façon temporaire. Y a-t-il des personnes d'entreprise dans la même situation?
comment peut-on faire pression? C'était un compte créé depuis la France, mais ils l'ont fermé quand ils ont vu que je me suis connecté depuis la Russie. En fait, il faut un VPN. Il faut que vous ayez un VPN français et vous l'achetez sur Internet. Et si vous avez un VPN, je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants qui ont des VPN, ça vous permettra d'ouvrir votre Dropbox, enfin, je ne connaissais pas celle-ci, cette notion. Mais ça vous permettra d'ouvrir puisque votre ordinateur signalera qu'il est en France, même si c'est un mensonge. Finalement, les VPN ne sont que des mensonges. Alors, je ne sais pas ce qu'a Arnaud aujourd'hui. Comme il n'a rien compris, il est un peu fatigué, mais il me fait des grands signes pour me dire qu'on a dépassé un petit peu l'heure, ce qui est vrai. Mais c'est grâce à Camille. Donc, merci beaucoup, Camille. Merci à tous. Tu as des annonces à faire Si vous voulez acheter des SDTC par une chaîne de consensus à des mineurs, vous appelez Camille. Non, merci beaucoup parce que on va s'y mettre. Le rock acrobatique à côté, c'est... On va s'y mettre. Donc, nous avons des choses extrêmement simples dans ce contexte, donc des fils Telegram, des hotlines, enfin des choses. Et demain, alors encore plus simple, on va vous parler de problèmes logistiques. C'est des camions, des douanes, des frontières, des guérites, des types avec des képis et des cahiers avec plein de codes dedans. Il n'y a pas de mineurs. Mais c'est interdit aux mineurs. C'est 18+. Merci encore d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons toute la semaine à 17h30 avec des invités plus farfelus les uns que les autres. Et puis certains sont quand même sérieux, comme celui que nous avons accueilli aujourd'hui. Tenez bon, surtout aujourd'hui. Alors, la jeune fille nous dit que même avec un VPN, ils ont bloqué définitivement son compte. C'est un peu surprenant. Faites-le ouvrir d'un autre ordinateur. C'est un peu surprenant qu'ils fassent ça. Appelez-les, mais théoriquement, ils ne font pas. Ils ne bloquent pas les comptes comme ça. Voilà, j'ai une dernière question. Le minage familial est-il possible? On va en rester là. Mais les femmes de minage. Merci beaucoup, merci à tous, merci Camille une fois encore. La CCFR reste à vos côtés. À demain, merci, au revoir.